Hello everyone, bonjour à toutes et tous. We are very on time, that's very great. So my name is Claire Le Tanner. I'm a CSPC Program Committee volunteer, and we are here today to start a new panel named We Test It For You, Science for Policy Training Programs. Ce panel va se dérouler en 2 langues, le français et l'anglais. N'hésitez pas à pouvoir télécharger l'application Interprify. You have the QR code on the wall for Interprify application. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Vous aurez besoin, par contre, de votre propre téléphone et de vos propres casques ou écouteurs. You will need your headphones and your own cell phone for listening through Interprify. Le CSPC est vraiment très heureux de pouvoir accueillir ce panel aujourd'hui et voudrais remercier le Fonds du Québec, le Fonds de recherche du Québec pour pouvoir avoir organisé ce panel de discussion. Je voudrais vous rappeler, si vous souhaitez, d'interagir sur les réseaux sociaux en pensant à ce panel, donc en utilisant soit le @ Science Policy ou le hashtag CSPC 2024. Et puis, je vous souhaite une très bonne discussion et je vais vous laisser entre les mains de Monsieur Laurent Cormier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claire. Bienvenue sur ce panel. On l'a testé pour vous, les programmes d'accompagnement de la science vers la politique. Comme Claire le mentionnait, c'est un panel qui va être bilingue. So we're really testing application the translation application today. So some of the panelists will be speaking in English and others in French. Bienvenue aussi à nos panélistes. Je vous les présente brièvement, mais je vais les laisser ensuite se présenter eux-mêmes. Donc, on a avec nous Marc-Antoine Charette, étudiant au doctorat à l'Université de Sherbrooke. On a aussi Frédéric Massé, qui est gestionnaire de projet à la formation en culture scientifique à l'ACFAS. Bonjour et bienvenue. Nous avons Sarah Laframboise, Executive Director Evidence for Democracy. Welcome. Et finalement, Félix Pro-Giraldo, qui est postdoctorant en bioinformatique à l'Université de Montréal. Bonjour. Nous devions avoir avec nous Jaakko Koosmanen, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous, donc qui s'excuse. Je voudrais aussi mentionner, comme le mentionnait Claire, c'est un panel qui est organisé par le FRQ, par ma collègue Julie Duromer, qui devait animer à l'origine ce panel-là, mais je voulais mentionner parce que c'est elle qui a tout organisé, qui a fait les invitations, qui a mis ça ensemble. Donc, sa contribution est importante pour ce panel. Donc, l'idée du panel est de parler, à la base de 3 initiatives, mais finalement, on va parler de 2 initiatives pour mieux lier la science et les décideurs, qui est une zone parfois un peu grise, difficile d'approche, disons, donc, on va essayer de comprendre comment obtenir les meilleurs résultats ou les résultats escomptés. Et donc, on a des participants qui font partie des artisans de programmes qui les ont mis en place et d'autres participants qui ont participé à ces programmes-là. Donc, on va avoir les 2 points de vue aujourd'hui. Mais on commencerait tout de suite, en fait, par expliquer ces programmes-là. Je vais demander tout d'abord à Frédéric Massé de l'ACFAS de commencer un peu à expliquer le programme de l'interface. 100 ans, en 100 ans, il se passe beaucoup de choses. En 100 ans, il peut se passer beaucoup de choses finalement pour des groupes de population. En 100 ans, il peut passer beaucoup de choses pour des pays, des nations, puis sur l'ensemble de cette planète. Puis ça fait 100 ans que l'organisation ACFAS existe et ça fait 100 ans que c'est la même mission. C'est d'être au service des chercheuses, des chercheurs, des étudiantes, des étudiants, des postdoctorantes, postdoctorants, pour les outiller en matière de communication scientifique et surtout pour faire rayonner les savoirs, pour s'inscrire dans le dialogue sciences et société. Alors depuis 100 ans, il y a évidemment un congrès qui est organisé tous les ans par notre belle association qui met de l'avant les savoirs en français. Et puis finalement, depuis 100 ans, on s'est dit aussi qu'il fallait rejoindre celles et ceux qui, au quotidien,
utilisent les sciences ou côtoient les sciences. Les citoyennes, les citoyens, bien sûr, qui sont au contact des sciences au quotidien. Les sciences sont partout dans notre quotidien. Mais finalement aussi les décisionnaires, les personnes qui prennent des décisions pour l'ensemble de ces citoyennes, de ces citoyens, pour la société. Alors notre volonté, ça a été de rapprocher encore davantage le monde scientifique, le monde universitaire et le monde des décisionnaires, finalement d'être à l'interface entre les sciences et les politiques publiques. Et c'est la raison pour laquelle, depuis quelques années, on a eu cette volonté de mettre en place des actions de formation sur le terrain sciences et politique publique. Et puis depuis 2 ans, depuis 2 éditions, on a mis en place ce parcours, à l'interface entre sciences et politique publique. C'est ce qu'on a voulu faire. Et d'ailleurs, on remercie en cela le soutien, bien sûr, du Bureau du scientifique en chef du Fonds de recherche du Québec, avec qui on mène ensemble cette action. Et c'est ça l'interface. En fait, c'est former des chercheuses, des chercheurs et toute la communauté universitaire sous l'ambiance d'une cohorte par an, à se rapprocher du monde des décisionnaires, à comprendre leur réalité, à comprendre le système politico-administratif, à comprendre l'élaboration des politiques publiques et surtout à mener une initiative. On en reparlera, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est finalement d'être pas uniquement dans la connaissance de comment ça fonctionne, ce milieu des décisionnaires, et c'est d'être dans l'action. Et ça a toujours été, on va dire, la mission de l'ACFAS, d'être dans l'action, parfois avec des événements que vous connaissez comme ma thèse en 180 secondes. On est dans l'action, sur scène, on raconte nos recherches, mais on est aussi au contact du milieu des décisionnaires pour rapprocher science et politique publique. C'est juste ça, l'interface. Merci beaucoup, Frédéric. Now I would give the floor to Sarah if you want to talk about the Science to Policy Accelerator Program, please. Yeah, and thank you so much to the FARCU for organizing this panel today. I think it's a really timely discussion. As you know, we've seen loss of the MITAC Science Policy Fellowship in recent years, and so it's really important to be having these conversations about how we can train the next gen of science policy leaders. So if you have not heard about E4D, Evidence for Democracy is a not-for-profit that is championing the integration of scientific evidence into government policymaking. And so this is a really broad mandate. So we do a lot of original research, we do campaigns, we do training and education resources in the forms of panels and engagements. But also 2 years ago, we launched our Science to Policy Accelerator Program, or S2PA for short. This was a post-COVID recollection for our team that we wanted to fill a bit of a void in the science policy training space. So this brought 25 early career researchers through 5 modules. So it was based in a 1-month kind of series of time where you had about 4.5 hours of training every Friday for a month of time. And this covered a range of topics such as Science Policy 101, but also science communication skills. We also went pretty deep into government and how government works, how to engage in the parliamentary process through budgets, through the parliamentary committees. And so I think this was really targeted at a certain demographic of early career researchers as well. So instead of making this a pretty broad program, we decided to kind of tailor our focus to be recent graduates from master's and PhD students. But we also decided to tailor this to students who actually had no experience in policy space at all. So this was a prerequisite for the program that you had not engaged in any job positions or taken a lot of training in the science policy space before. And so we really kind of wanted to narrow in our focus of that particular target audience. So we've now run the program twice. So our cohort ran in 2022, and then we were able to bring it back last year in May. And we'll have a new cohort coming this upcoming May as well. So I'm excited to kind of dive into some of the lessons that we've learned. But I think that these programs are so vital. And every time I run these programs, the cohort is always just so energetic and full of energy and passion for science policy. And I know that even from our own team, we get so much energy and hope and passion through these programs. And it's one of my favorite things about running them. Thank you, Sarah. Felix, you've participated into the S2PA program. Could you tell us a little bit what you were hoping to get from that program and what you felt was missing in your toolkit, let's say?
Thank you, Laurent. So my name is Felix. I'm a postdoctoral researcher at Université de Montréal. I work in bioinformatics, but by training, I'm a physicist. So I do models of cells, how they grow, how they divide. That seems pretty far removed from policy, I guess, which it is true. But I think, myself and a lot of young scientists certainly are seeing a need for programs like S2PA and want to engage, with policymakers, with government. But I guess we just don't know how. Our science curriculum, when you do a master's, a PhD, or postdoc, you learn to do excellent science. You learn how universities work, how funding agencies work, but you don't know anything about the government, actually. And that's something that I wanted to learn from S2PA, and I'm happy to say that, I did, you alluded to it, but it's true. We did learn, basically, there's all of these channels of communications that exist where you can push forward different ideas. There's way more than I thought initially, and that was very encouraging and very hopeful, let's put it this way. Another thing I was hoping to learn from the program, which in my opinion was very successful, is how to make a good policy, how to think about it in very realistic and actionable terms, if you want. I think, I'm going to paint a general picture here, but I think scientists can be very opinionated and can have very strong ideas about different topics. Maybe it's just the people I'm around with, but something I've noticed also with the cohort, people are extremely passionate about their issues. And sometimes it's hard to take all of these, ideas and this core beliefs that you have and to bring it to actual policy and rules that we can implement in our society. So I think the program was quite good, actually, at teaching us how to take these big ideas and bring them to the real world. Thank you. Marc-Antoine, en te présentant aussi, je crois que toi, quand tu as commencé à collaborer avec l'Interface, tu avais un projet en tête dès le départ. Peux-tu nous parler un peu de ce projet-là et qu'est-ce que tu allais chercher avec l'Interface? Oui, merci Laurent. C'est une très bonne question. Moi, je suis étudiant au doctorat en éducation à l'Université de Sherbrooke. Mon projet de recherche concerne l'enseignement des littératures autochtones au collégial et j'avais l'intention probablement de changer le monde, d'imposer des cours ou en tout cas l'intégration des littératures autochtones dans les cours collégiaux au Québec. L'Interface m'a vraiment outillé et c'est très appliqué, là, comme mes collègues l'ont mentionné, par rapport au système politique et administratif québécois et canadien. Donc, on m'a vraiment outillé et mon projet a tellement évolué pour devenir quelque chose de très transférable, applicable à l'égard des ministères, en particulier le ministère de l'Enseignement supérieur, des collèges auxquels je m'intéresse. Donc, aujourd'hui, mon projet concerne un peu plus la formation des membres du personnel, des étudiants, des cégeps, potentiellement des universités, par rapport aux perspectives et aux réalités autochtones. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de chemin qui a été fait de ce côté-là. Si vous connaissez un peu les réalités des collèges et des cégeps, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Puis c'est un peu à ça que je m'intéresse. Je suis content de passer après Félix parce que, grosso modo, je dirais que c'est exactement la même chose que lui que j'ai pu aller chercher avec l'Interface. On pense comprendre les systèmes politiques, on pense comprendre comment les décisions sont prises du côté des ministères, des organismes gouvernementaux, mais ça m'a vraiment été utile comme étudiant au doctorat de comprendre ces systèmes-là avec le parcours de l'Interface qui est allé jusque dans le très concret avec une visite à l'Assemblée nationale. On a travaillé à partir de l'analyse de l'environnement politique, de la note de brefage, vraiment essayer de comprendre c'est quoi la réalité des décideurs, des politiciens, c'est quoi leurs objectifs. On est allé jusqu'à analyser leur budget des différents organismes, des différents ministères. Quand je dis que mon projet a évolué, évidemment, mon projet doctoral n'a pas changé, mais ma manière d'influencer les politiques publiques, les décideurs, elle, inévitablement, elle a changé.
Je terminerai en mentionnant que c'est en très grande partie grâce à tous les experts que Frédéric et les gens de l'interface ont pu nous proposer. On a pu confronter nos idées à de multiples experts très contextualisés. On m'a fait rencontrer des gens du ministère de l'Enseignement supérieur, du ministère de l'Éducation, du ministère du Conseil exécutif du côté du Québec. Et ce sont les personnes les mieux outillées pour voir les failles, les angles morts dans notre proposition. Puis c'est grâce à eux, grâce à l'interface, que mon projet a vraiment pu prendre un tournant, un virage aussi important là, pendant cette année de formation. Parfait. Je retournais vers Félix, en fait. Est-ce que, là, on a vu un projet concret. Est-ce que dans ton cas, est-ce qu'il y avait un projet concret ou est-ce que tu as un plan là, de mettre en application ce que tu as appris? Et si oui, je sais pas si tu peux nous donner quelques détails. Là, Oui, bien sûr. Donc, effectivement, dans le parcours S2PA, il y a aussi un projet qu'on amène là, au début du programme. Puis tout au long du programme, on va le mettre en œuvre en quelque sorte. On va penser à un plan d'action, comment on pourrait réellement agir pour faire avancer les choses dans tel ou tel domaine. Je peux parler de mon expérience à moi. En fait, je l'ai mentionné plus tôt, je suis physicien de formation. Je travaille sur des modèles mathématiques. Donc, il y a peu de choses dans ma recherche à moi qui sont, disons, applicables aux politiques publiques. Mais une des choses, donc je suis arrivé au programme, c'était, je voulais améliorer l'état du processus de publication scientifique. Vous pouvez imaginer que je me suis rendu compte rapidement que c'était beaucoup trop ambitieux et que ça dépassait le cadre aussi un peu du programme S2PA. Mais justement, je pense que c'est ce qui fait une force du programme parce que quand on est forcé ou quand on travaille vraiment dans l'élaboration de politiques très, très précises et spécifiques, on se rend compte des fois que wow, OK, ça demande des actions concertées au niveau international. C'était beaucoup plus gros que je pensais. Et en fait, j'étais content d'avoir participé au programme puis d'avoir pensé à ces idées-là que j'avais peut-être un peu trop ambitieuses, mais de façon très concrète. Parfait, merci. En fait, je te demanderais un peu la même chose, Marc-Antoine. Est-ce que bon, on t'a parlé un peu de ton projet, mais est-ce que tu as approché un ministère? Est-ce que tu as commencé à mettre ça en œuvre ou est-ce que tu as certaines étapes à venir encore? Oui, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, mon projet est instauré puis que l'objectif est atteint. C'est pas tout à fait ça. Puis l'interface permet un peu de sensibiliser par rapport à tout ce parcours du combattant qui est nécessaire là, pour influencer les politiques publiques. Je suis quand même content de dire que j'étais dans la première cohorte de l'interface qui est maintenant terminée, mais que j'ai continué à travailler ce projet-là. En ce moment, je suis en collaboration avec un organisme autochtone qui avait un peu les mêmes visées, les mêmes intentions que moi, et j'en suis à l'étape... Ils en sont à l'étape de développer quelque chose, puis j'espère pouvoir, en fait, on m'a demandé de les accompagner justement dans le déploiement de cette offre de formation-là. Donc, je suis pas mal certain que sans l'interface, si j'étais seulement resté à l'intérieur de mon projet d'études doctorales, j'aurais jamais fait ces rencontres-là, on n'aurait jamais travaillé en ce sens-là, puis on n'aurait pas, en tout cas, on n'en serait pas là aujourd'hui. Oui, je comprends. Question pour nos deux autres panélistes. Maybe for Sarah first. So we heard what were the priorities of the participants, what they were seeking to get in both programs. What are your priorities, or what are you thinking about when you're developing such a program? Mm-hmm. You know, I think a lot of things that we were noticing when we were going through applications was that a lot of students were already engaged in some sort of external relations of their studies. The students that we were getting to apply for these programs are not the ones that will be,
in their labs, heads down, not really wanting to engage in the outside world. So, what we see with that is that a lot of them have pretty strong foundations in science communications. A lot of them have spent time maybe writing or engaging with the public in some capacity. And so I think the skills that we were looking to do were to take those science communication skills and put them towards a purpose and towards some sort of policy outcome. And so that's actually where I found a lot of the skill building was, because a lot of them were, quite comfortable talking about their science, quite comfortable writing. And so I think some of the things that they really enjoyed was being able to write briefing notes and explore those sort of tangible skills that were more comfortable to them initially. Then I think the second part of that is really getting them to be engaged in the public policy process, which is a bit different and a bit more uncomfortable to scientists. So I think it's a bit of a process to kind of bring them into things that feel more comfy, and then going into something like writing policy briefing notes, and then slowly bringing that into a government 101 session and parliamentary briefings and how to engage in committees and pre-budget consultations. And so you kind of escalate it that way. And so some of our process was really tailoring that programming to start with something that they were more comfortable with and then evolving that. Felix mentioned that they were able to work on policy ideas in the most recent cohort that we ran. We actually didn't do that in our first one. It was primarily training. But some of the feedback that we got was that they wanted to be able to walk out of the program with something to take with them. And so this past year, we actually had applicants say a policy idea that they were interested in workshopping in the program. And that way we were able to have our speakers actually be able to give them lessons that they could incorporate into their policies on a week-by-week basis. And so we then decided to split each sessions to be kind of a working session where we would have a speaker come in and do some training. But then the second session of the day was always workshopping with the E4D team and saying, okay, what can you take from this session today and incorporate it into your policy idea? And so if we started with science communication, we would start with, okay, what's my why, what's my how, what's my who, and started breaking that down. And then we went into like a policy briefing writing session, and we would start practicing writing policy ideas, both for your research and for other things. And so it was a really slow evolution of creating that final product. But that was a really important skill, was that it wasn't necessarily jarring to them. So it was meant to be kind of an evolution of skill building. Thank you. Frédéric, est-ce que le processus de création, les priorités que vous aviez en créant le programme, est-ce que c'était un peu similaire? Est-ce qu'il y avait des différences? Oui, c'est similaire. Puis la première chose pour nous, c'est qu'il y a une communauté universitaire des chercheuses, chercheurs qui sont engagés finalement avec la société. Via leurs travaux de recherche, toutes ces personnes sont engagées pour comprendre le monde, changer le monde. Finalement, c'est cet élément-là. Donc pour nous, l'une des premières priorités, c'était de répondre à cette demande, à ce besoin de la communauté, de dire nous, on veut changer les choses, on veut se rapprocher du milieu des décisionnaires. Donc finalement, notre priorité, c'est de répondre aux besoins de notre communauté universitaire. Puis quand je dis notre, c'est celle à laquelle on est au service d'eux. On travaille avec des universitaires, chercheuses, chercheurs, professeurs, qui viennent de plein d'établissements supérieurs au Québec, universités, cégep et autres. Donc c'était ça l'une des premières priorités. Puis la deuxième, évidemment, priorité, c'est de faire en sorte qu'on ait des politiques publiques qui soient informées par des données scientifiques. Donc pour nous, c'était finalement assez simple de se dire on va créer comme un rapprochement entre les deux. Le mot « l'interface » exprime bien ce que ça représente. Pour nous, c'était ça la priorité à un moment donné. Puis d'un point de vue sans doute très opérationnel par rapport à ce parcours de formation qui dure environ une année quand même, puis avec un gros engagement qui est demandé pour les chercheuses et chercheurs. Parce que ce soit Marc-Antoine ou d'autres personnes dans la salle que j'ai reconnues et qui ont participé ou qui participent encore à ce programme, ça leur demande presque un mercredi sur deux, les après-midi, de suivre des rencontres, des ateliers. Ça leur demande aussi, entre ces moments-là, de continuer à développer leurs compétences, de travailler sur leurs livrables, comme le dit Marc-Antoine, les notes de breuvage, les notes d'environnement et autres politiques administratives. Donc, pour nous, c'est ça aussi, c'est qu'on a des chercheuses, chercheurs qui sont engagés, on a un gros parcours de formation. Et donc, d'un point de vue très opérationnel, c'est de se dire, si c'est une formation, ça doit répondre à des objectifs aussi de formation. Donc, l'une des priorités pour nous, ça a été de mettre en place comme un référentiel de compétences et de se dire, qu'est-ce qu'ils ont besoin, ces chercheuses, ces chercheurs, pour davantage rejoindre le milieu des décisionnaires,
sans aucun doute qu'elle et il doivent être à l'écoute, sans aucun doute qu'elle et il doivent faire preuve de sincérité, sans aucun doute qu'ils doivent faire preuve de transparence, de développer des qualités dans les relations interpersonnelles avec les ministères et autres, comme le précisait Marc-Antoine. Mais nous, on a voulu aussi asseoir finalement tout notre parcours de formation sur des connaissances, on va dire de la théorie. On a voulu aussi avoir cet aspect vraiment qui est dans le savoir-faire, développer à un moment donné ce qui va être des aptitudes, des façons de faire pour rejoindre ce milieu-là, et puis des attitudes. Et ça, pour nous, ça a été une priorité, et ça l'est toujours. On voit avec la cohorte de la 2e année, c'est d'être toujours très vigilant sur les attitudes. On l'entendait tout à l'heure, tu nous le disais très bien, on a parfois, en tant qu'universitaire, cette façon de dire, nous avons les données de notre côté, et puis finalement, j'ai la raison de mon côté, donc je ne vois pas pourquoi les choses ne se dérouleraient pas de cette manière. Ce n'est pas exactement cette attitude-là qu'on va préconiser quand on se rapproche du milieu des décisionnaires qui, eux aussi, ont une toute autre réalité. Donc, comprendre ces réalités, changer sa posture, son attitude et autres, ça a été pour nous des priorités. Donc, tout un référentiel de compétences qu'on a ensuite finalement adapté à chacune des rencontres, à chacun des ateliers, à chacune des visites et avec de la pratique. La priorité, c'est ça, c'est que c'est de la pratique. C'est ce qu'on voit, c'est que finalement, il faut... Allez, en bon français, je dirais, il faut mettre les mains dedans. Il faut mettre les mains dedans, il faut pratiquer, il faut s'essayer. Et puis, il faut pour ça avoir les bonnes personnes qui nous entourent. Donc, il y a un climat qui est propice à cela. On parle là, avec le parcours, l'interface d'une initiative qui est menée sur l'ensemble du territoire québécois. Bien entendu que les municipalités sont intéressées aussi parce qu'il peut y avoir des initiatives en termes de politique publique, municipale qui sont menées. Bien entendu qu'au niveau fédéral, il y a cet intérêt. Mais si je parle sur l'ensemble du Québec, on a ce climat qui est propice. On a des universitaires qui sont engagés, qui sont volontaires pour mener leurs actions. Et puis, on a aussi un milieu des décisionnaires, tant du côté politique que du milieu administratif, qui est là également pour participer à cette interface. Donc, pour nous, la priorité, c'était juste de répondre en quelque sorte à une demande, à une nécessité. Quand on est à l'Assemblée nationale toute une journée, on est accueilli, on est en lien avec le service de la recherche qui nous fait part justement de toutes les préoccupations. Donc, on est là dans les réalités. On est vraiment dans le concret. Quand on travaille avec des praticiennes, praticiens, elles et ils vont partager leur expérience. Donc, nous, notre métier, c'est finalement simplement de mettre en contact et puis de traduire une certaine réalité du terrain, une nécessité de l'instant en termes de politique publique informée par les sciences. OK. Une question à tous les deux, en fait, Sarah et Frédéric. You can answer in the order you want, but est-ce que vous vous êtes inspiré d'autres initiatives pour développer vos deux programmes qu'est-ce qui est plus spécifique à vous? Puis est-ce que vos programmes doivent être mis dans un contexte particulier? Frédéric, par exemple, tu viens de parler du volet fédéral, provincial, municipal. Est-ce qu'il y a une adaptation à chaque fois? Est-ce que le contexte change pour vous? Donc, peut-être Sarah? Tu veux? Yeah, I think we were looking for examples of science policy training programs. I mean, I can speak even on a personal level because I, was a graduate student in biochemistry as well, looking to train in science policy. I ended up starting a club at the University of Ottawa called the Ottawa Science Policy Network because I couldn't actually really find tangible training resources myself. And so, I think it's really common to kind of found some of these sort of clubs and organizations out of an interest and a want to build your own kind of system to be able to train yourself and your colleagues who, are also interested in it. So, it was on a personal level for me, something I was really passionate about. For E4D more broadly with the S2PA program, there was at the time when we started this, the MyTax Science Policy Fellowship, which, was more of a job transition style program. And, that is something that I would love to see kind of reinstated in some capacity in Canada. We can look to the south to our neighbors with the AAAS Science Policy Fellowships. And, this is the gold standard for a dream science policy program that we could have in Canada. The reality is that we don't have these sort of infrastructures right now. And so there's a huge void for training programs. And honestly, looking at students that I'm now going into training programs with as a facilitator, I don't think that there's as much
things available to them to see themselves in a career in science policy. And so part of the program, and that's why we kind of shifted things to include the policy idea workshopping. We actually included a networking session for students at the end where they could meet a bunch of science policy people who worked in that field and trying to connect it to careers and outcomes that way. But you can never replicate in a 1-month program what you can with a dedicated system like that. And I mean, it's so wonderful that your program is a year long because there's so much more room to grow and do a lot more connections. One thing that I would love to see is being able to connect our cohort to policymakers and have those connections. It sounds like that's integrated into your program, which is wonderful. But we're working with what we have, and the system that we decided to do was a really targeted and niche group of students who were looking for that specific training at the beginning. And so I think that was really the goal, was to say, okay, here's your intro, and now we'll give you kind of resources. You can look for the STEP fellowship. You can try to apply for other sorts of fellowships, but we really tried to just help this be a bridge program into something bigger. Yeah. Yeah, I can maybe add. I totally agree with what you just said, Sarah. And I myself, have been involved in student-led organizations like Science and Policy Exchange in Montreal, and more recently the Comité intersectoriel étudiant of the Fonds de recherche du Québec, which is a student committee that advises the research funds about kind of anything related to the next generation of researchers. Certainly I can tell from my peers that there's a need for programs like this. And we can look, also at the international level. So the fifth member, of the panel that couldn't be here today, Jaco, is, I forget exactly the name of his organization, but it's in Finland, and it's basically the office associated to the Prime Minister's office, where they do all kinds of, science counseling. They give all of these policy briefs, and one of their missions is also to build capacity in the country. So they've been doing this program basically very similar, I think, in essence to what S2PA and L'Interface are, but they've been doing that for, I think, multiple years now. I don't want to speak from something I don't know, but it was very impressive to learn what they've been doing over there and what we can also learn for these programs ourselves. Ta question, Laurent, c'est est-ce qu'il y a un contexte particulier? Et finalement aussi, pour répondre immédiatement à ça, sur la notion de contexte, peut-être ce que je disais juste avant, c'est il faut qu'il y ait un climat propice. Il faut qu'il y ait cette volonté des deux bords, c'est-à-dire du côté politique, administratif, et aussi du côté universitaire. Il faut qu'il y ait cette volonté partagée de vouloir se rapprocher. Ça tombe bien, là, moi je parle de l'exemple du Québec, puis il y a cette volonté en ce moment, donc c'est parfait. Un programme comme celui-là peut exister. Je ne sais pas, je ne suis pas certain que ce programme puisse exister dans tous les pays du monde, dans tous les territoires du monde au moment où nous sommes en train de nous parler. Je dis je ne sais pas, mais c'est un peu une question peut-être un peu orientée. Mais je vous laisserai faire vos recherches pour trouver la réponse à cette question. En tout cas, il y a bien une nécessité qui est ce climat propice entre les deux, cette volonté de se rapprocher. L'autre chose, quand on parle d'un contexte, c'est qu'il faut qu'il y ait effectivement peut-être une volonté à un moment donné d'aller de l'avant, de se dire « Ok, on va de l'avant, on met en place un parcours de formation. On a un constat, ok, il faut qu'il y ait des politiques publiques informées par les sciences, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Donc, il faut qu'il y ait des personnes qui soient à l'œuvre derrière pour mener ce parcours, sans aucun doute. Donc, en cela, encore un grand merci au Fonds de recherche du Québec, Bureau du scientifique en chef, puis je redonne son nom, mais Julie Dirvimer, qui a été là depuis le début. Elle est conseillère stratégique auprès du scientifique en chef, mais elle a toujours eu aussi cette vision. Sophie Montreuil, directrice générale de l'ACFAS, une vision également. Donc, il faut qu'il y ait des personnes comme ça qui ont une vision. Et je viens de vous citer 2 femmes extrêmement inspirantes et inspirées qui ont cette vision-là à un moment donné. Quand je parle aussi d'un contexte, il faut qu'il y ait des gens qui veulent bien financer des parcours comme cela. Et quand je parle de financement, il faut qu'il y ait encore une volonté, pourquoi pas politique, de financer. En l'occurrence, au Québec, il y a une stratégie québécoise de recherche, d'innovation qui participe financièrement à l'élaboration de ce parcours, à la mise en place de ce parcours. Ça aussi, c'est très concret, mais c'est du contexte. Il faut qu'il y ait ça. Il faut qu'il y ait ça pour que les universitaires puissent ensuite être formés et mener leurs actions. Du côté des universitaires,
faut qu'il y ait cette volonté de s'engager sur plus d'une année. Donc, il faut qu'il y ait un contexte particulier qui leur permet de s'engager sur plus d'une année, tant à l'université qu'au niveau des cégeps au Québec. On a des chercheurs au cégep au Québec qui sont engagés dans l'interface, donc ça leur demande que leur établissement comprenne cette nécessité-là d'être engagés toutes les 2 semaines, de faire du travail, en plus des charges de cours ou de recherche qu'ils ont en parallèle. Donc, un contexte, c'est qu'il faut que ces chercheurs aient la possibilité, la capacité d'en prendre encore davantage. On leur demande déjà des choses, mais il faut encore qu'ils en prennent davantage. Un contexte peut-être aussi avec cette capacité de mener des actions comme celle-là. Nous, à l'ACFAS, ça tombe bien, je dirais, c'est un peu notre savoir-faire de mener des actions, puis on avait une antériorité avec des parcours de formation à l'année. Là, on parle d'un parcours qui permet de se rapprocher du milieu des décisionnaires, puis on a d'autres parcours qui permettent de mener des projets de culture scientifique directement au contact des citoyens. C'est un peu la même chose, donc on avait cette antériorité-là. Puis enfin, le contexte, là, on se parle, on est en 2024, puis la plupart des personnes que je vois à l'intérieur de cette salle, on est rapprochés les unes les uns des autres, ça nous semble pas mal, il n'y a pas de distance. Vous savez, ce phénomène de distanciation, vous n'avez pour la plupart devant moi, pareil, le visage qui n'est pas masqué. Tous ces mots que je suis en train de vous dire, ça vous rappelle sans doute à quelques années auparavant la pandémie. Puis la pandémie, ça a été un contexte particulier pour aller de l'avant avec ce parcours l'interface. Parce que c'est au moment de la pandémie où il y a aussi eu, du côté du Québec, une dynamique exceptionnelle avec un forum sciences et politique, où se retrouvent des personnes du milieu politique, du milieu des sciences, et c'est au travers de ce forum qu'est né, entre autres, le parcours l'interface entre le Fonds de recherche du Québec et l'ACFAS. Donc c'est tout ça le contexte. Mais pour répondre plus rapidement à ta question, je ne suis pas certain que ce parcours, on puisse le remettre en place partout. Par contre, je suis certain que ça nous fera plaisir d'expliquer comment est-ce qu'on a mis en place ce parcours, le référentiel de compétences qu'on veut atteindre comme objectif, comme livrable, des éléments comme ça, parce que ça, c'est public en fait. Nous, on est un organisme qui mène une mission, on va dire, de service public, donc ça nous fera plaisir de donner des éléments pour que ce parcours éventuellement puisse être répliqué. Vous venez de partout, vous souhaitez demain mettre en place un parcours comme celui-là, allez, on pourra s'en jaser. Je vais mettre ça sur ce terrain-là, mais ça fera plaisir effectivement de s'en parler. Parfait. On parle depuis tantôt aussi, ça c'est ma propre question là, qui vous m'inspirez en fait, mais on parle de plusieurs participants, etc. Je me demandais, surtout pour les participants, là, est-ce que le fait de rencontrer d'autres personnes avec d'autres projets qui viennent probablement d'autres disciplines, qui cherchent à influer sur les politiques, est-ce que ça vous a inspiré aussi? Est-ce que ça fait partie de vos apprentissages? Oui, je peux commencer. Félix, n'hésite pas à compléter, mais quand je parlais de confronter notre projet à des experts, je ne l'ai pas explicité, mais je pensais entre autres aux experts qui, à mon sens, étaient les premiers, puis dont les commentaires m'ont le plus longtemps et grandement nourri, c'est les professeurs d'université, ce sont les chercheurs qui ont participé à l'interface. Donc, ce ne sont peut-être pas des décideurs politiques, ce ne sont peut-être pas des politiciens, des ministres, ou des représentants des ministères, mais leur avis, leur opinion a été, dans mon cas, là, vraiment enrichissant. Donc, pour essayer de répondre un peu à la question, là, puis je pense que c'est ce qui fait la force de programmes comme ça, c'était d'être autant des étudiants au doctorat, au post-doctorat, que des chercheurs, des professeurs à l'université, de disciplines, là, je pense qu'on l'a mentionné, 100% différentes, confronter des idées de l'éducation, surtout quand on rentre en éducation autochtone versus, Félix parlait de microbiologie, il faut arriver à trouver un langage commun si on veut parler aux décideurs et aux politiciens. Donc, voilà. Parfait. Félix? Oui, je suis tout à fait d'accord. Maybe something I can say about the S2PA program and you can complete, but we've been taught to think about the stakeholders, all the different stakeholders, and map them out. And exactly what you said, a lot of these stakeholders, they're not just the experts and the professors and the people that we as scientists often think about. There's many different opinions, and we need to listen to them, and there's value in that. So in a way, the program was very interesting in that sense. Yeah. I might just add, when we were choosing applicants as well, we
purposely built a really diverse group. And I think that intentionality there just leads to conversations that you might not get if you don't intentionally choose that as well. So we made sure to have students from every single background, and especially from the humanities and social sciences, which, you know, the reach from my organization is typically not in. And so we were intentional about trying to recruit students from those backgrounds in order to be able to have these types of conversations. And, you know, I think, Felix, you said that really nicely, where, you know, a lot of the conversations that came out were so unique because of that. And we used like Zoom whiteboard feature for a lot of our programming, and we had a parking lot on our page where, you know, any sort of things that came up that we were interested in learning more about, we would put in the parking lot, and we would be able to provide resources back to the students afterwards, whether it was, you know, live or after the program, which I think was a nice feature. And some of the things that came out of that were just such wonderful conversations, and yeah, definitely enhanced the program and made us kind of think about what to include in next year's programming as well. So it kind of allows it to be iterative and improving as well. If I can just add very quickly, I think one of the things that the program did well, and I think that's extremely important when you think about all of these different disciplines and fields that speak a very different language, is science communication. You know, so that's something that was one of the first sessions, I think, that we had, where you learn how to effectively talk about your science and communicate these very complex ideas in, you know, understandable vocabulary. I think that's extremely useful as just like for anyone, but scientists, you know, there's a great need to learn how to communicate effectively, especially across disciplines. And in that sense, the program was extremely productive and fruitful. Yeah. Oui, c'est ce qu'on a voulu aussi, c'est avoir un effet de cohorte avec ce parcours l'interface, un effet de groupe. Parce que, comme je vous dis depuis tout à l'heure, on accompagne des chercheuses, des chercheurs avec ce parcours l'interface. Il n'y en a pas 500 par an qu'on peut accompagner. On a fait le choix d'accompagner jusqu'à 20 personnes par an réunies dans une cohorte. Ou 20 personnes par an avec 10 personnes qui font partie de la relève, étudiantes, étudiants, postdoctorantes, postdoctorants, etc. Et puis 10 personnes là qui font partie plutôt de chercheuses, chercheurs, professeurs, etc. Puis oui, c'est une cohorte comme ça que l'on forme, et en effet, ce sont des gens qui viennent de plein de disciplines différentes, qui ont plein de points de vue aussi différents au départ quand ils arrivent sur qu'est-ce que c'est que ce monde des décisionnaires. Donc c'est quelque chose qui est pour nous très important dès le début, quand cette cohorte est formée, parce que pourtant des candidatures, on en reçoit beaucoup plus que ce que l'on ne peut accepter. Ça va être très important pour nous dès le début qu'il y ait, oui, cette diversité de disciplines, cette diversité aussi d'établissements, d'enseignement supérieur qui représentent l'ensemble du Québec. Et c'est cette volonté-là. Puis oui, ça forme une cohorte. Puis les gens sont en contact encore par la suite, à l'issue du parcours de formation, entre elles, entre eux, avec les contacts que nous avions mis en place. Ce n'est pas un parcours de formation qui dure une année puis qui s'arrête. En fait, nous, on ne fait, je pense, avec nos programmes, que de débuter une forme de... on vous outille, on vous montre le chemin, ensuite vous êtes quand même responsable de vos initiatives, et c'est ça pour nous. Donc oui, il y a toute cette diversité qui s'installe aussi dans la durée, puis des gens qui ont des parcours, qui sont aujourd'hui à cet événement et autres, donc ça forme une petite communauté, puis c'est ce qu'on a toujours voulu avec l'interface, c'est former une communauté de pratique. Communauté de pratique entre les personnes qui participent, entre les personnes qui interviennent, entre les personnes qui sont rencontrées. Puis quand je dis des personnes qui vraiment interviennent, c'est des gens qui peuvent être universitaires et qui comprennent ces relations entre sciences et politique publique, mais c'est des gens du milieu de pratique. C'est des gens qui travaillent dans les ministères, qui sont sous-ministres, qui sont ministres, qui ont été ou qui sont conseillers et autres, des gens qui sont dans cette machine, comme on dit, administrative. Donc oui, c'est cette diversité d'approches, de points de vue qui nous a toujours semblé intéressante. Et évidemment, tout cela, pour nous, ça a un fort intérêt. On arrive à se comprendre avec ces savoirs en français, puis il y a cette volonté d'aller de l'avant. Donc c'est ce qui fait aussi dès le début une certaine marque. Un point commun, par contre, entre tout le monde, c'est un esprit positif. Un esprit positif, on laisse de côté tout ce qui va être, on va dire même le cynisme à l'égard du milieu politique ou autre. On est vraiment dans un esprit qui se veut toujours positif. On co-construit ensemble, on réfléchit ensemble à la société d'aujourd'hui et de demain. Donc ça, c'est un point commun quand même qui réunit, je pense, tout le monde à un moment donné. Puis, tu sais, là, c'est des grands mots que je vous dis. On en est juste à la deuxième cohorte, même s'il y a tout un antécédent, c'est juste la deuxième cohorte. Mais ça vous montre un petit peu ce qu'on essaie de suivre comme vision par rapport à ce parcours-là.
Mm-hmm. Maybe one last question before we turn to the public. So both programs are fairly recent, but do you have any example of concrete applications that that worked? Is there like one of the participants who actually participated in a specific policy and contributed to some change? I can go, yeah. To start, our cohort members in 2022, we were able to follow up with them and ask them what their current careers were. And I was impressed that a good percentage of them were actually working in more policy-related fields than they had started out in the program in. A few of them were working for governments, provincial governments across the country, and a couple for federal government positions as well, and kind of in that policy analyst space. So for us, that was a really good metric of success for us. Outside of that, I think adding the policy idea this past year, it was only maybe 6 months ago now. So not really sure how it's going, but we were able to do a lot of one-on-one coaching with each of the program members. And even in that, a lot of them were thinking like, okay, I'm going to actually go to my boss tomorrow and have a conversation about how we can go and meet with a minister or go and meet with a public servant to actually start talking about this. And to me, that was in itself a metric of success of just being willing to actually take that up one step and engage in the process instead of, mulling over these kind of ideas for change in your head and actually putting them out into fruition. So I have hope and I'm excited to see what they all do. Ta question, Laurent, c'est est-ce qu'en gros, il y a eu des réussites? Est-ce que des initiatives menées par les chercheuses, chercheurs ont réussi? Mais juste avant de répondre à la question, ça me semble important de préciser que les initiatives, peut-être qu'elles ne réussissent pas dans l'année du parcours de formation, parce qu'on parle là de politique publique. Ça fait combien d'années qu'on avait des informations sur les effets néfastes, par exemple, de la cigarette, et combien de temps il a fallu pour qu'il y ait un réel changement de politique par rapport à ça? Donc, il y a parfois un temps qui est complètement différent quand on parle du temps de la recherche, de la réalité de nous toutes et tous au quotidien, et puis finalement du temps des politiques publiques. Donc, parfois, ça se met en œuvre dans la durée. Puis ça, c'est un apprentissage pour la plupart des personnes qui participent au parcours. Et sur une année, ça leur permet de respirer un peu par rapport à la notion de résilience. Je veux mener une initiative, je frappe à la porte, je frappe à la bonne porte, je vois les bonnes personnes, puis pourtant, ça ne marche pas. Ben, c'est que c'est peut-être pas exactement le bon moment, la bonne opportunité. Il n'y a pas cette fenêtre-là, à ce moment-là, d'un point de vue des politiques publiques également. Donc, on ne peut pas uniquement juger, je pense, le parcours par le fait qu'il y ait des initiatives qui soient réussies, disons, ou pas. Mais la question est vraiment intéressante. Et si on regarde, je le fais que de mémoire, mais sur la première cohorte, on a eu des changements dans des lois, dans des règlements, notamment au contact de personnes chercheuses sur le plan de l'économie, pour les personnes qui sont par exemple dans la pauvreté, pour changer justement certaines règles au niveau du Québec. On a des personnes qui aujourd'hui travaillent carrément dans les ministères, qui étaient des chercheuses, chercheurs en lien avec l'interface et qui ont été comme recrutés par les ministères pour mener à bien leur initiative. Donc on voit en tout cas qu'il y a cet intérêt-là, puis pour nous, ça, c'est quelque chose qui nous semble pertinent. Je ne suis pas en train de mettre de côté en disant on vous outille, puis après débarrassez, faites votre réussite ou ne la faites pas, mais on voit qu'en tout cas, il y a cette discussion qui reste ouverte, au-delà d'une année. Ce n'est pas vous vous engagez, puis une année plus tard, c'est fini, vous n'en faites plus. On te fait couvrir à un moment donné une fenêtre de discussion entre différentes personnes. Mm-hmm. Puis surtout, il nous faut des données pour répondre à des questions comme celle-là. Et c'est un choix aussi qu'on a fait avec l'interface, c'est qu'on renvoie maintenant ce parcours de formation entre les mains d'une équipe de recherche. Il y a, basé au Québec, un réseau francophone international en conseil scientifique, avec une équipe de recherche sur le conseil scientifique. Et donc, on collabore ensemble pour que cette équipe étudie maintenant le parcours, l'interface, pour voir, par exemple, si c'est réplicable, comme tu le disais par la suite, dans d'autres contextes. Pour voir également si, au-delà des jolis mots et de la belle présentation que même je peux vous faire peut-être maintenant, est-ce que réellement il y a une pertinence? Est-ce qu'il y a de l'action qui est menée? Donc, ce sont des chercheuses et chercheurs qui vont s'intéresser finalement à ce programme-là. Et pour nous, c'est intéressant. C'est qu'on contribue aussi à la recherche d'une certaine manière et puis peut-être par la suite à avoir des programmes comme celui-là qui soient répliqués et à nouveau mis en place. Oui, ça c'est très intéressant. Merci, parce que c'est un réseau qui est quand même assez déployé à l'international, justement, donc une possibilité d'impact. C'est bien. Mais je me tournerais
vers le public. If any of you have questions. Oui. Merci pour la question. Oui, l'interface, ça prend effectivement du temps, mais on a d'autres activités de formation qui prennent peut-être un peu moins de temps. On a un vendredi sur 2 à l'ACFAS un atelier entre midi et 14h qui est donné en ligne. Chercheurs peuvent rester effectivement dans leur laboratoire et puis être sensibilisés à une approche qui est liée à de la communication scientifique. Ça peut être effectivement comment contribuer aux prises de décision publiques sur un atelier de 2 heures qui donne déjà quelques bases. Ça peut être aussi, si cette chercheuse ou ce chercheur veut rejoindre d'autres publics, par exemple, comment vulgariser à l'audio en bande dessinée, comment faire un texte, comment mener un atelier interactif. Donc oui, on a, pour celles qui n'ont peut-être pas beaucoup de temps, cette activité-là qui existe. On a aussi des plateformes qui sont libres, gratuites, avec des conseils qui sont donnés. On développe ça à l'ACFAS en lien avec l'Agence universitaire de la francophonie. Ça s'appelle Raccourci et c'est une plateforme qui donne des conseils libres, gratuits. Et aujourd'hui, près de 100 contenus originaux qui sont justement pour des chercheurs qui n'ont peut-être pas beaucoup de temps. Texte court de 750 mots qu'on peut lire en 4-5 minutes, peut-être entre 2 gorgées de café, va-t-on dire. Donc, ça pourrait fonctionner de ce point de vue-là. Puis des parcours aussi qui sont un peu plus longs, comme l'interface, qui vont prendre jusqu'à 1 année, ou des formats intermédiaires. On a quelque chose qu'on a appelé vulgarisaton. C'est un jeu de mots, disons, entre vulgarisation et marathon. C'est comme un marathon de la vulgarisation scientifique. Puis on accompagne comme ça des chercheurs à vulgariser leurs travaux de recherche, mais dans une durée de 2 à 3 mois, par exemple, faire une bande dessinée en lien avec des artistes sur une durée de 2 à 3 mois. Donc on a différents formats, différentes durées comme ça d'activités qui peuvent être proposées, en effet. Et puis c'est dans l'ensemble, quand je parle d'activités en ligne, que tu sois n'importe où sur cette planète ou même en train de faire ton terrain de recherche sur la planète Mars, pourvu que tu aies de la connexion, à mon avis, tu peux rejoindre un atelier comme celui-là. Vous êtes là. Vous êtes là. Exactement. Il me fera plaisir de vous faire parvenir des hyperliens que vous pourrez diffuser à l'ensemble de vos collègues, amis et autres, bien évidemment. Oui, tout à fait. I just want to add the accessibility side of that. Making them free, like you were saying, is lowering that barrier. But it's also, we have this tendency in programming to drag people to where we are. But a lot of those students who are really heads down researchers are not going to engage in these types of things. And so meeting them where they're at. And so I often look at, with our S2PA program, is this something that I could license out to universities to actually bring to them and run right in their research organizations? And there's posters up saying, here it is. And, this is an expansion that I would love to do for S2PA. But it does bring up the sustainability of these types of programs and, who's going to fund that? Who is interested in making that a value proposition to students? I don't know if we've figured that out yet as a science policy space, especially in the university sector. There's not much incentive in a physics program to provide science policy training to the students other than to prepare them for careers outside of academia, which we all know is becoming more and more prevalent. So, I think there's a value proposition there to first sell like university administrators on the value that science policy can bring. Yeah. Yeah, absolutely. Yeah, it is my dream. If you have connections, I'm here for it. Et monsieur avait une question. Oui, merci. La question est vraiment en lien avec l'intervention ou la réponse qui vient d'être donnée. Et la question, c'est aussi, quand Frédéric dit on n'a pas formé 500 personnes, mais juste 20. Ma question, c'est qu'est-ce que ça en prendrait pour former ces 500 personnes par an et créer vraiment une masse critique? Et donc la sous-question, c'est finalement comment est-ce que votre programme pourrait-il être transféré aux universités, aux acteurs plus locaux et que finalement, on fasse accoler un petit peu la formule gagnante à travers des institutions. Pour les deux programmes. Merci Jérémy qui fait partie de la cohorte 1 de l'interface. Donc il a tellement aimé son parcours que maintenant il veut que toutes les universitaires y aient accès. Et non mais vraiment, oui. C'est pour ça.
C'est pour ça. Puis j'en profite aussi pour te remercier pour ta présence, pour ton engagement. Tu n'es pas le seul dans cette salle. Si je peux me permettre, Claire, également ici présente. Et puis, il y a plein d'autres chercheuses qui sont engagées, notamment dans la cohorte 2 de l'interface. Vous me voyez appuyer souvent sur le chercheuse, professeur. Et parce que c'est comme ça, la plupart des candidatures qu'on reçoit sont de la part de chercheuses engagées, de professeurs engagés, mais aussi de chercheurs. Il n'y a aucun problème avec ça, mon cher Jérémy, mais ça me semblait bien important aussi de le souligner, cet engagement-là qu'on a justement dans des parcours comme cela. Je n'ai pas oublié ta question. Je n'ai pas fait un effet diversion, je reviens immédiatement à ta question et en répondant très rapidement. Au niveau de l'ACFAS, je pense qu'on a su le faire précédemment, avoir une version d'une activité qui est ensuite déployée dans l'ensemble du réseau universitaire québécois et puis même international. Ça s'appelle Ma thèse en 180 secondes, MT 180. Donc, on a déjà réussi cette chose-là. Et si je dis réussi, c'est que c'est peut-être pas un gage pour l'avenir, mais en tout cas, pour nous, c'est une orientation possible, en effet, pour qu'au sein de chaque établissement d'enseignement supérieur, il y ait peut-être davantage de sensibilisation à cette relation entre sciences et politique publique, puis que nous, de notre bord, on puisse se dire, finalement, comment est-ce qu'on peut mettre en place cette, cette expansion là, d'un parcours comme l'interface? Qu'est-ce que vous, université, vous avez besoin pour sensibiliser davantage votre communauté universitaire? Donc oui, c'est en réflexion. C'est pas pour tout de suite. On va pas se voir demain matin en se disant on met ça en place. Et je sais qu'il y a un fort intérêt. On a quand même au niveau du Québec un lien fort avec toutes les universités. Puis on le sent, cet intérêt. On a même déjà un peu une demande en quelque sorte d'établissement pour travailler sur une version pilote comme ça d'un interface qui soit en format plus réduit. Donc oui, on a cette chose-là. Puis on a des outils, on a développé dans le cadre de l'interface une vidéo de, on va dire, 52 minutes sur qu'est-ce que le système politico-administratif au Québec, qu'est-ce que l'élaboration des politiques publiques au Québec. Cette vidéo-là de 52 minutes, nous, ça nous fera plaisir peut-être à un moment donné de l'ouvrir à l'ensemble de la communauté. Et ça, c'est juste sur le terrain de la connaissance de ce qu'est le système. Puis comme je l'ai dit depuis le début, il nous tient à cœur d'avoir de la pratique, d'avoir à cœur un développement des savoir-être. Donc, toutes ces choses-là, oui, mais dans la durée. Oui, Frédéric, j'ai une question juste je vous reprends après, mais je t'entends parler, mais il y a une partie de l'interface qui est aussi très pratique. Tu parlais d'aller à l'Assemblée nationale, à rencontrer l'équipe de recherche de l'Assemblée nationale. Il y a des équipes de recherche dans tous les ministères. À un moment donné, ces gens-là aussi ont des ressources limitées. Si on met à l'échelle dans les universités puis qu'on a une cohorte de 500, peut-être qu'on perd un peu là, de... J'ai pas dit qu'on allait envoyer 500 personnes à l'Assemblée nationale. En plus, je suis pas responsable. Ouais. Et à mon avis, ça fonctionnerait pas. Mais il y a peut-être une possibilité intermédiaire, en effet, d'avoir un niveau de sensibilisation, des objectifs pédagogiques différents, mais en tout cas que davantage de cette communauté que, pour la plupart d'entre vous, vous représentez, soit sensibilisée. Oui, c'est une approche intéressante. Tu sais, je l'ai dit tout à l'heure, on a des choses qui sont des plateformes en ligne gratuites, vous vous connectez quand vous voulez, on a des ateliers de 2 heures le vendredi. Enfin, je pense qu'on a une diversité d'approches, puis on peut en imaginer une justement pour peut-être déployer ce parcours, l'interface autrement. Mais ça, on est dans le domaine là, du potentiel, du futur. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on travaille immédiatement. Nous n'en sommes qu'à l'année 2 de l'interface. On met ça entre les mains d'une équipe de recherche, donc on ne va pas trop vite. On va y aller aussi dans la durée, puis comme tu le dis aussi, pour travailler sereinement avec le milieu des décisionnaires, parce que l'idée, ce n'est pas qu'on ait 500 universitaires qui frappent à la porte du Premier ministre au Québec chaque jour. Je ne suis pas certain que ça puisse fonctionner. Effectivement. Madame, vous aviez une question? Comme journaliste au quotidien Le Soleil à Québec, j'étais très soucieuse dans ma fonction publique de ce rapport entre le chercheur et le politique. Comment éviter qu'un ministre, entre autres, je donne un exemple, comment un ministre me dit je veux rencontrer des chercheurs, on a de l'argent pour quelque chose. Je voudrais avoir l'opinion des chercheurs du Canada. Et là, je fais venir des chercheurs et le ministre, après 5 minutes, me dit I don't want to see that guy again. Parce que le chercheur se met à énoncer une chose qui va coûter tant de millions, prendre tant d'années, et le ministre souvent veut la chose. Il y a le contexte qui est très important. À quel moment dans l'agenda politique vous arrivez à faire ce contact? Est-ce que c'est quand le ministre vient d'arriver, les
greffe, mais il cherche encore sur les toilettes, ou bien au milieu de la deuxième année où il veut commencer à faire quelque chose, et à la troisième, il commence à penser aux prochaines élections. Alors, insérer le chercheur dans tout ça, c'est très important. Alors après, j'avais développé des petites choses pour, OK, le chercheur vient au bureau, on va aller voir le ministre, qu'est-ce que vous voulez le ministre? Alors, j'ai commencé par les recherches, j'ai dit 10 ans, c'est non, ça marche pas. Après 5 minutes, il va me dire encore cette phrase, je vais pouvoir faire c'est fini. Donc, tout c'est extrêmement. Alors, moi, j'ai travaillé un peu là-dessus aussi avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avec la Commission européenne, comment j'ai travaillé. Et ce rapport est quelque chose de fondamental et parfois difficile, parce que le ministre, si vous êtes à l'international, ne veut pas nécessairement dire que telle chose n'est pas bien dans son pays. Alors qu'il faut le convaincre que si ça ne va pas bien, on va essayer de l'aider avec les ressources qu'on a. Alors, c'est fondamental, mais compliqué. Moi, j'ai travaillé sur une loi canadienne sur le tabac. Par exemple, j'ai travaillé sur, j'ai coordonné pour le fédéral le sang contaminé, la mise en œuvre de la suite du sang contaminé. Vous arrivez par un exemple parfois avec un ministre qui ne connaît rien à la recherche. Alors, il me dit, mais ce gars-là, hier, c'est pas ça qu'il me disait, il me disait une autre chose aujourd'hui. La recherche, c'est comme ça évolue. On a des nouvelles données qui rentrent, alors, il faut que les chercheurs puissent expliquer que l'évolution de la recherche ne va pas toujours au même rythme que l'évolution de l'agenda politique. Alors, je c'est super intéressant ce que vous dites, et il faut évidemment qu'on répond. Merci beaucoup pour les bons mots. Ça fait plaisir. En plus, en sachant effectivement quel est votre parcours et autres, c'est vraiment très touchant. Puis, pour revenir aussi sur un point, nous, de notre côté, notre mission, c'est de former la communauté universitaire. Mais effectivement, il y a aussi des initiatives qui permettent aux personnes, en fonction, dans l'appareil administratif ou politique, d'être formées, sensibilisées à ce qu'est la recherche scientifique. Et ça, c'est génial, parce que finalement, à un moment donné, les deux réalités vont pouvoir se rencontrer. Donc je sais, là encore, je travaille à l'ACFAS, puis je prends un peu ton rôle de toi qui travaille au Fonds de recherche du Québec, donc je me fais un peu l'intermédiaire, mais c'est ça, c'est que je sais aussi que le Fonds de recherche du Québec, le scientifique en chef, mène de nombreuses actions pour que l'ensemble du personnel politique, administratif et autres ait accès en tout cas à ces moments-là de sensibilisation, d'information, de formation. Donc oui, il faut qu'il y ait ces deux réalités qui se rejoignent, puis c'est un grand plaisir comme ça de pouvoir œuvrer. Moi, je suis juste au service de personnes comme vous qui sont passionnées. Vous êtes là dans cette salle parce que vous pensez qu'on peut sans doute changer le monde, l'améliorer ou faire quelque chose sur le terrain des politiques publiques. Donc, moi, c'est inspirant. Hein. J'ai l'impression d'être là en face de vous et puis je me nourris énormément. Il ne faut pas se réveiller quand on change le monde à une journée. Il faut prendre le temps de donner du temps au temps. On l'a vu pendant ces merveilleuses interventions qu'il y avait au Québec, toujours entre le Dr Arruda et oui. le ministre. On voyait vraiment le rapport, le non-rapport entre la science et la recherche. Oui. C'était vraiment passionnant. I'll just add really quickly, you bring up a really interesting dynamic of what science advice is and what the role of it is. And I often say to researchers, depending on how the question is asked to you, you'll have a different answer. And I think that's such an important question about science advice and how things are asked. When we do training resources like this for people trying to understand the science policy space, we often talk about windows of opportunity. And I think there's windows of opportunity to engage with someone who will listen and ask the right questions in that time. And there's a time when they won't ask the questions, and that's okay too. That's just the evolving space of the political space. And it's at that point that we really need to have a strong foundation of our public engagement, because it's then that we can mobilize community to make political demand for an issue that we care about. And so that's an interesting kind of dynamic that I think is important to that as well. Je serais curieux. Il y a beaucoup de questions. OK, je vais aller à la salle, c'est mieux. J'ai déjà assez parlé, allez-y. Oui. Pour une université, et je passe tout mon temps à traduire entre les chercheurs et le gouvernement. C'est juste qu'ils se trouvent à se comprendre. On est sur la même équipe parce qu'on veut adresser un problème quelconque. Mais je pense que les institutions ont un
ici aussi. À un moment donné, quelqu'un avait commenté sur le fait que l'Académie doit donner ce temps aux chercheurs pour qu'ils puissent s'impliquer dans des programmes de sensibilisation comme ça. Mais comment, pour les chercheurs qui sont le tenure tracks, etc., comment reconnaître dans leurs évaluations qu'ils ont fait cette formation? Parce qu'ils ont pu publier pendant ce temps-là, mais ils ont pris du temps au lieu pour se former dans un nouveau système qui va leur permettre d'avoir un impact qui est peut-être plus large que dans leur spécialité. Et donc, mon deuxième commentaire serait peut-être que chez les scientifiques, cette flexibilité de comprendre que quand on demande d'articuler la recherche de façon plus simple, je me fais constamment dire, I'm not going to dumb it down anymore. Like, what I do is complicated, it has to stay complicated. Sure, but that doesn't mean I'm intelligible for someone who hasn't done 12 years of study in it. Et puis donc, il y a aussi la question idéologique pour the window of opportunity. What does that look like? The window of opportunity doesn't necessarily change when the leading ideology does, but maybe our way of talking about it needs to. Donc, en Alberta, la politique autour du changement climatique est une chose, puis peut-être la recherche nous indique quelque chose d'autre. Must we use the word climate change to talk about a changing climate to make the research palatable in a way that it remains relevant? Et puis donc, je me fais dire des fois par des chercheurs, ben non, on ne va pas m'écouter. Peut-être qu'on change un peu notre formulation d'idées, pas les idées elles-mêmes, mais comment on les communique. Et puis donc, encore une fois, je vous félicite parce que je trouve que le travail est incroyablement important. Puis franchement, ça me facilite la vie. Oui, vas-y. Je pense que ça rejoint une question plus large quand on a des chercheuses, chercheurs qui effectivement veulent rejoindre le milieu des décisionnaires. Finalement, elles et ils sont pleinement dans ce qu'elles et ils doivent faire, leur mission de transférer leurs connaissances ou de les envoyer, en tout cas comme ça, à celles qui peuvent les utiliser. Puis pour qu'il y ait plus de personnes qui le fassent, effectivement, il faut que ce soit reconnu. Puis on sait que c'est le cas. Tu sais, on a mené, dans le cadre du précédent congrès de l'ACFAS qui avait lieu à Ottawa, un très beau colloque où il y avait la plupart des vice-rectrices, vice-recteurs, vice-doyennes, vice-doyens qui étaient là et qui disaient c'est justement le cas, nous on reconnaît cet engagement de nos chercheuses et chercheurs en communication scientifique. Peut-être qu'il y a des points qui relèvent plus de l'évaluation de la recherche de manière générale pour se dire à un moment donné, cette recherche qui doit profiter à la société, c'est pas uniquement de valoriser le nombre d'articles scientifiques, souvent en anglais, très souvent en anglais, voire même plutôt en anglais qui sont faits. Donc, c'est de revoir des mécanismes comme ça, en effet. Puis pour nous, il y a aussi cette façon de dire, quand il y a des recherches qui sont finalement aussi financées par de l'argent public, quand on est au sein d'établissements publics, c'est de les renvoyer à un moment donné à la société. Puis ça, c'est la mission des chercheuses et chercheurs. Donc, c'est assez simple de le dire, mais ça veut dire aussi qu'en réalisant cet exercice, on participe finalement à un exercice aussi démocratique. Ça nous était rappelé hier, on avait une rencontre avec les participants de la cohorte 2 de l'interface. On était sur le thème hier après-midi en ligne, comment intervenir en commission parlementaire, puisque je vous parle là d'un niveau québécois, d'un niveau provincial, donc si vous voulez intervenir en commission parlementaire au Québec, à l'Assemblée nationale. Puis ça nous était très bien rappelé, c'est-à-dire on va vous donner des trucs, des astuces. En l'occurrence, il y avait Isabelle Lacroix, qui est politologue à l'Université de Sherbrooke, et Alexandre Cloutier, qui est président de l'Université du Québec. Les deux nous ont donné des conseils, des astuces, effectivement, en partageant souvent des choses aussi très intimes. C'est ça qui est bien avec un parcours comme l'interface, c'est qu'on vient chercher des fois vraiment l'applicable avec des gens qui ont de la pratique. Et ça nous était très bien rappelé que finalement, le fait que des chercheuses et chercheurs s'engagent de cette manière pour amener leurs travaux de recherche auprès des décisionnaires, ça participe finalement à ce qu'il y ait davantage de prise d'informations qui soient éclairées au niveau des politiques publiques. Ça participe à cet exercice démocratique. Puis ça fait en sorte aussi qu'il y ait davantage de recherche universitaire, donc comme je dirais désintéressée en quelque sorte, à côté de d'autres groupes qui veulent aussi pousser leurs données, mais qui ne sont pas des données scientifiques désintéressées. Donc il y a aussi quelque chose qui répond là à une nécessité, à un exercice, puis ça se prête bien ici au Québec, puis ça nous était très bien rappelé hier par des gens qui ont de la pratique et de l'expérience. Donc ça fait écho.
Ces chercheuses, chercheurs qui s'engagent, c'est pleinement leur mission. Puis les établissements d'enseignement supérieur, en tout cas, valorisent de plus en plus tout ceci. Si je ne me trompe pas, il y a aujourd'hui des CV qui changent au niveau justement des chercheuses et chercheurs. Et la volonté, que ce soit au niveau provincial ou fédéral, c'est de valoriser davantage, on va dire, des CV narratifs qui vont mettre de l'avant aussi les parcours au fil du temps, ces chercheuses et chercheurs. Dire quelle expérience est-ce que vous avez eue avec la société et les citoyennes, citoyens. Si on veut, comme on dit, réduire le fossé, la fracture, comme on dit parfois, entre science et société, il faut qu'il y ait davantage de contacts. Puis il faut qu'on valorise davantage tous les engagements possibles, que ce soit par de la vulgarisation, de la communication scientifique, de la recherche partenariale en direct avec les publics. Donc tout ça, effectivement, ça permet d'aller de l'avant dans cette direction, effectivement, qu'on a avec l'interface. You know, I think we're actually at an interesting point in the academic life cycle right now because we're seeing tri-councils, for example, sending signals from the top down saying, you know, we're increasing what excellence is and we're including a lot of these extra things in your CVs. And, you know, as a recent PhD graduate, I was able to include 3 science policy papers in my thesis for my biochemistry thesis. So, you know, we're seeing things change. And I think that is some really good signals. Outside of that, you know, I think your last point on neutrality of data is really important. And I would love to hop on that for a moment because, you know, there's this notion that we can represent research and evidence in a neutral way. And this is, I think, where that heads down research mindset comes from of, you know, I'm a pure scientist. I don't have to engage in public policy because it doesn't affect me. But, you know, you are being funded by someone. Your research does not happen in a void. You are funded by public tax dollars. So just all those facts mean you have to be engaged in this in some capacity. Climate is such a wonderful example of, you know, I spend a lot of time training scientists to go and speak to parliamentarians. And they're like, but my research just says this. Like, I shouldn't have to interpret it for them. But, you know, just the words you use change the whole, like, premise of a meeting. If you go in there and say climate or carbon tax to a conservative MP, you know, that's a good way to get never invited to a meeting again. You know, things like this, I think it's just speaking a different language when you have to and not meaning that it's compromising your research or your evidence because that's not what's happening. You're just interpreting it for a different audience. And I think it's just so important to know. Yeah. You know, there's this book called The Honest Broker by Robert Pielke, and he talks about this as well and what your role is. He talks about the stealth. He talks about the issue of being a stealth issue advocate. And so this is someone who walks into a room and doesn't realize that what they're saying is polarized. And yeah, just kind of understanding that before you go in. It's a really good resource if you're looking for it. The Honest Broker. J'ai écouté le mot motivation. Puis ce mot motivation, c'est l'une des premières questions que nous posons quand on demande à des chercheuses et chercheurs pourquoi vous voulez communiquer les sciences. C'est quoi votre motivation? Donc ça, c'est vraiment un élément fondamental. Puis la plupart du temps, la réponse de la part des chercheuses, chercheurs va arriver avec parce que c'est notre métier, c'est normal, on doit, c'est fondamentalement, ok, c'est correct. Parce qu'il faut s'inscrire dans le dialogue science-société, ok, c'est correct, etc. Mais moi, j'aime bien aller chercher une motivation très personnelle chez les individus. En l'occurrence, aller chercher, par exemple, le plaisir de faire cette chose-là. Puis si je parle du plaisir, c'est parce qu'il y a peut-être des chercheurs qui vont me dire moi, mon plaisir, c'est de communiquer, mais c'est plus de communiquer finalement à l'écrit en faisant un joli texte de vulgarisation dans un magazine comme Québec Science quand on est au Québec ou le magazine de l'ACFAS ou autre. Puis il y a peut-être une chercheuse, un chercheur qui va me dire moi, ce qui m'intéresse, mon plaisir, c'est de parler de mes travaux de recherche à des élèves. Donc cette notion de plaisir, elle ramène aussi à quelque chose de très personnel. Ce n'est pas certain que ce soit toutes les chercheuses et chercheurs qui aient envie, qui soient dans le plaisir d'amener leurs travaux de recherche auprès des décisionnaires. Puis justement, il ne faut pas que ce soit fait, je pense, par obligation, parce que si c'est fait comme une obligation dans leur parcours académique, peut-être qu'il y en a qui ne vont pas le faire avec plaisir et que ça ne va pas être fait correctement, peut-être que ça pourrait desservir. Et je mets beaucoup de conditionnels de peut-être, mais en tout cas en disant que je pense que il faut que ce soit dans le domaine de la possibilité pour elles et eux, puis de les informer. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a ce panel qui est réalisé. C'est qu'en sortant, vous toutes et tous, vous aurez aux oreilles qu'il y a un parcours comme celui-là qui existe, qu'il y a cette possibilité de se former et vous pourrez être ambassadrice, ambassadeur de ce message-là. Donc, informer, sensibiliser à cette possibilité de pratiquer, de comprendre les choses. Donc ça, c'est peut-être une étape, en tout cas, où on est à l'heure actuelle. Quand je parle d'obligation dans les parcours académiques,
Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les établissements d'enseignement supérieur mettent à disposition, en tout cas je parle du Québec, comme on l'a vu encore au mois de mai quand on s'est parlé avec la plupart, peuvent mettre à disposition de leur personnel des fois du temps pour se former, éventuellement des crédits, de l'argent pour se former, du temps pour pratiquer. Oui, c'est peut-être pas partout, je comprends, etc. Mais il y a quand même cette dynamique qui est présente. Et puis celles qui le font, ça sert d'exemple peut-être pour celles qui ne le font pas encore. Puis il y a des spécificités au sein de chaque établissement, comme ça nous était rappelé. Il y en a, c'est comme dans l'ADN fondamental de ces établissements d'être au contact de la société. Il y en a d'autres qui sont plus dans des recherches qui, au départ, ne sont peut-être pas directement, comme on dirait, connectées à la société, mais in fine, tout le monde se rejoint dans cette discussion-là. Je pense qu'aussi, ça touche aussi à la définition de l'excellence en recherche. Qu'est-ce que c'est? Puis, oui. Sarah parlait d'un contexte en ce moment. On pourrait même parler de la science ouverte, etc. Là, on fait ouvrir le débat beaucoup, mais c'est un peu tout interconnecté. Mais on arrive de la fin. Il y a un monsieur qui avait une question aussi. Donc, non? Ah, oui, OK, oui, allez-y. En ce moment les capacités internes aux universités de mettre à l'échelle ce genre d'initiative-là. Chaque université a un bureau de relations gouvernementales qui a développé cette expertise-là pour le compte de l'université d'un point de vue institutionnel. Ils sont aptes à entrer en contact avec le politique et à défendre les intérêts de l'université. Ces gens-là savent comment la game fonctionne. Et donc, il y a déjà cette expertise-là à l'interne des universités. Et ce n'est pas tous les chercheurs non plus qui sont complètement dépourvus de lumière dans cette interface-là. Ils sont nombreux dans le système à être capables d'enseigner à leur pairs comment fonctionner. Donc, déjà, il y a l'infrastructure, il y a les personnes à l'interne. La question, je te l'ai déjà posée, Frédéric, mais je la repose publiquement parce que c'est intéressant, je pense, d'alerter là-dessus. Le chaînon manquant dont on ne parle jamais, quand on parle de lien entre la science et le politique, c'est les conseillers politiques. On a souvent tendance à entrevoir la relation comme un binôme entre le scientifique et le politicien, mais avant le politicien, il y a son entourage immédiat qui filtre l'information, qui traite l'information scientifique pour lui. Donc, je me demandais, est-ce que dans la deuxième cohorte de l'interface, vous avez approché les parties pour savoir s'il y avait de l'intérêt de leur côté à faire entrer en contact la cohorte avec ces gens-là, dont le profil est assez varié, mais vous seriez surpris du nombre de bacheliers très jeunes qui ont une incidence très forte sur l'élaboration des politiques publiques, sur le discours des politiciens en commission parlementaire. On voit souvent des parlementaires se faire texter directement par leur conseiller quoi dire, quoi répondre face à un témoignage. Donc, est-ce que ces gens-là sont entrés dans l'équation? Oui. Ben, tu as 30 secondes pour élaborer, si tu veux. Je pense que je n'ai pas besoin d'élaborer. Et ce que tu viens de dire, c'est intéressant. On a mis en place un parcours, puis finalement, on a mis en place un parcours avec un référentiel de compétences, tout ça, mais on évalue aussi au fur et à mesure. On est toujours dans ce processus d'auto-évaluation et d'amélioration. Donc oui, on sait qu'on s'en est parlé, puis on sait qu'on a pris ça en considération pour se dire on va le faire rentrer sur cette deuxième cohorte. Donc 30 secondes passées, je reviens à la réponse initiale, oui. OK, parfait. Merci beaucoup. Oui.